parfaitement organisé par la cellule logistique d'Al-Qaïda dans le pays de son pire ennemi. Ziad Jarrah est lui aussi en Floride, toujours aimable et le sourire aux lèvres. Alors qu'Atta a rompu tous les ponts, Jarrah est en contact permanent avec Hambourg. Tout à coup, le téléphone a sonné. Salut, c'est Ziad. Qui? Ziad? Mais vous êtes où? Je suis en Amérique. Et vous y faites quoi? J'apprends à piloter. Jarrah et les autres se sont inscrits dans des petites écoles pour y passer leur brevet de pilote. Ils reçoivent une bonne formation de base. Jarrah l'a fait sur un Cessna 152, sur un aérodrome où s'entraînaient les pilotes de chasse américains durant la Seconde Guerre mondiale. Il m'a envoyé des photos de son avion. Il était aux commandes, l'air joyeux, inoffensif. Je lui ai demandé, vous pouvez piloter quel type d'appareil? Un gros avion? Il a répondu, et je peux aussi voler sur un Airbus. Jarrah apprend vite. Il veut avoir sa licence d'ici la fin de l'année. Ses instructeurs sont impressionnés. Ils voient en lui un pilote doué. C'est à cette même époque qu'au Yémen, un bateau de pêche chargé de bombes fait un trou géant dans la coque du destroyer américain USS Cole. C'est la dernière chance pour John O'Neill de sauver sa carrière fort compromise. Il a pour mission d'enquêter sur les lieux de l'attentat dans le port d'Aden, la capitale yéménite. Il était aux anges. Lors des attentats de 1998 sur les 2 ambassades américaines, il n'avait pas été autorisé à commander la mission envoyée en Afrique de l'Ouest. Son plus grand désir était d'être sur le terrain et de diriger les opérations. 24 heures plus tard, O'Neill est dans un avion pour le Yémen en compagnie de 60 autres agents du FBI. Il n'y en a que pour lui. Cette mission, c'était du O'Neill tout craché. Il est arrivé avec beaucoup d'hommes armés jusqu'aux dents et il a déployé tout son charme. Il a mené son enquête à sa manière habituelle. Il était brusque et même abrupt, mais il a réussi à gagner l'amitié de certains policiers yéménites et à s'en faire des alliés. Mais l'homme du FBI horripile ses compatriotes, des diplomates de l'ambassade sur place aux agents de la CIA, en faisant cavalier seul. Quand quelqu'un persiste à vous marcher sur les pieds, vous finissez par vous fâcher. Ces méthodes étaient de nature à détériorer les relations établies par la CIA depuis plus de 10 ans dans certaines parties du monde. Si vous voulez mon avis, le FBI aurait mieux fait de rester aux États-Unis. Au bout de 2 mois au Yémen, ses supérieurs le rappellent à New York. Il s'est fait trop d'ennemis dans son propre camp, surtout au sein de la CIA. Ce qui est tragique dans cette histoire, c'est la haine que se vouaient Scheuer et O'Neill. Elle dépassait largement le plan personnel. Elle entravait le bon fonctionnement du service. Loin de collaborer, ils se dissimulaient mutuellement des informations. Si le FBI et la CIA avaient coopéré, je pense qu'il ne serait rien arrivé le 11 septembre. La mission au Yémen se poursuit sans O'Neill. O'Neill est persuadé que l'attentat contre le bâtiment de guerre américain est signé Ben Laden. Le spécialiste parisien de l'antiterrorisme, Jean-Charles Brizard, est du même avis. Au cours de l'été 2001, les deux hommes se rencontrent à Paris et à New York. Pour lui comme pour moi, à l'époque, il était évident qu'Al-Qaïda était la seule organisation capable de frapper les États-Unis. Elle ne s'en tiendrait pas là dans ses attaques contre les États-Unis, et que bien au contraire, elle monterait en puissance pour frapper sur le sol américain. Panther Motel, Floride. Dernière semaine d'août. Mohamed Atta et sa troupe ont terminé leurs préparatifs en Floride. Ils se sentent invulnérables. Atta rabroue sans ménagement la propriétaire du motel qui se plaignait du bruit. Plus personne ne peut l'arrêter. Peu avant d'accomplir leur mission, les hommes d'Al-Qaïda ne semblent plus vraiment redouter d'être repérés. Ziad Jarrah continue de jouer les individualistes. Il se rend régulièrement dans un club de remise en forme près de son domicile.
Mais il ne se contente pas de soulever de la fonte. Il s'initie aussi au sport de combat et apprend des prises mortelles en attendant le jour J. Oussama Ben Laden a décidé en août 2001 de la date des actions. Il menace ses ennemis. هذا هو الدواء والشفاء في كتاب الله. الهجرة والجهاد أعظم الصفات في كتاب الله. Fin août, les New-Yorkais rentrent de vacances. Non loin du World Trade Center, le restaurant Elaine's accueille des gens en vue. John O'Neill est un habitué. Entre-temps, il a été rattrapé par l'affaire de l'attaché Case. Après le ministère de la Justice, c'est le FBI qui a ordonné une enquête interne à son sujet. Même le New York Times en parle. O'Neill sait que sa carrière au FBI est terminée. Il avait décidé de jeter l'éponge et de démissionner. Le FBI avait été toute sa vie, depuis son plus jeune âge. Enfant, il s'était identifié aux agents du FBI qu'il voyait à la télé. Il avait toujours voulu être un agent du FBI. Pour lui, c'était un renoncement terrible. Entre le 26 août et le 5 septembre, les hommes de Mohamed Atta réservent leurs billets pour leur dernier vol. Ils sont tous à destination de la côte ouest. Ce qui suppose d'importantes réserves en kérosène et garantit donc un pouvoir explosif maximal. Depuis New York, John O'Neill a mené une lutte à la vie et à la mort contre les terroristes les plus dangereux du monde. Malgré son échec au FBI, il ne renonce pas. Lors de sa fête de départ, il annonce à ses anciens collègues qu'il a un nouveau job, chef de la sécurité du World Trade Center. Un poste qui semble taillé sur mesure pour lui. Des amis lui ont dit « John, tu seras en sécurité là-bas parce qu'ils ont déjà attaqué le World Trade Center en 1993. » Et O'Neill a répondu « Non, ils reviendront terminer le boulot. » D'instinct, il a voulu se placer au cœur de la cible, au World Trade Center. Après ses adieux au FBI, John O'Neill semble revivre. Il est ravi de son nouveau bureau au 34e étage de la tour nord du World Trade Center. Il prévoit de remplacer sa vieille Buick par une Mercedes et il promet le mariage à l'une de ses maîtresses. O'Neill ne se doute pas qu'il est en danger, car ses adversaires ont terminé leurs préparatifs et sont prêts à frapper.